C'est uniquement un minimum de connaissances, si tu veux, par rapport à ce qui avait été produit avant. Après, le temps, l'ère du temps. En matière de théâtre, je pense que ça fait partie des lieux de résistance, le théâtre. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Ça a toujours été un lieu de résistance. Même au Moyen-Âge, tu as des gens, à travers le théâtre, à travers l'écriture théâtrale, arrivaient à dire des choses qu'ils n'auraient pas pu dire autrement, sinon ils auraient été zigouillés. Et comme ça, tu as eu plein d'époques, de dictatures, ensuite qu'on a connues, où les gens, c'est à travers le théâtre qu'ils ont résisté. Boal, c'est le théâtre. Hein. En Amérique latine, combien d'artistes qui ont résisté à travers l'art, la culture, le théâtre. Voilà quoi. C'est-à-dire que l'ère du temps, finalement, non. Il y a une continuité quelque part, il y a une permanence, il y a une fonction du théâtre qui traverse toutes les époques. C'est ça que je crois. Après, il est multiple, bien sûr. La création. Là, dans sa généralité, c'est une forme de résistance. Et donc, la peinture, le théâtre, la chanson, je ne sais pas moi, tout un tas de choses artistiques qui nous amènent, pas moi, mais qui amènent les gens à résister. Créer, c'est résister. Oui, tout à fait. Et l'enfant, résister, c'est est-ce que vous avez... je vais, pour aller plus loin sur la question que tu posais par rapport à notre... où on se situe du coup un petit peu par rapport à ça. On va poursuivre ça du coup un peu après. On va montrer un extrait du spectacle parce que du coup, comme vous ne connaissez pas forcément notre travail, ce qui serait intéressant aussi, excusez-moi, je finis, on va faire une petite pause. Comme vous ne connaissez pas tous notre travail, on va vous présenter un petit peu un ta camarade, elle extrait. voulait parler tout à l'heure. Elle n'a pas pu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va vous une... Donc on va faire une petite pause et on reviendra un petit peu sur ce que nous on pratique en termes de forme, comment on va vous situer un petit peu tout ça. On va profiter que Marie, Norbert et Karine sont là pour vous déconstruire un peu la construction que vous verrez à l'image, qui n'est qu'un artefact, puisque ce n'est pas le spectacle. Et puis après on parlera un petit peu des perspectives de l'année prochaine. Voilà. Petite pause de 10 minutes. Alors, on va reprendre. Je vais, avant de reprendre, donc là, ce qu'on propose, c'est du coup de vous présenter un petit extrait de la vidéo du spectacle en guise de divertissement sur lequel donc, on a créé début octobre 2013 et de vous parler un petit peu, voilà, de déconstruire un peu, de vous parler un petit peu de la manière dont on a pu concevoir ce spectacle-là et des enjeux qu'il y avait pour nous dans ce travail. Voilà. Je vais vous lire avant un petit texte de Jean Dasté. Jean Dasté, un des ouvriers de la décentralisation théâtre. Et c'est un texte d'avril 1989. Par des articles et de luxueuses brochures, on annonce à l'avance le contenu du spectacle. Le théâtre est devenu une marchandise. Il a perdu son mystère. Mais il veut vivre et retrouver sa vérité, son sens, son pouvoir dans la société et même son secret. Comme tous les arts, il doit trouver à chaque époque des formes nouvelles, un style. Les comédiens doivent en être les premiers artisans. Il faut pour cela de jeunes équipes ferventes, totalement désintéressées, vivant à l'abri du monstre publicitaire et du monstre argent. Si elles existent, il faut les déceler et les aider afin qu'elles aient les moyens et la possibilité de travailler à redécouvrir librement le pouvoir du comédien pour représenter les œuvres, qu'elles soient à l'abri de la lecture particulière d'un metteur en scène. C'est le comédien qui révèle l'œuvre et qui nous révèle à nous-mêmes.
Que serait devenu, en attendant Godot, ce chef-d'œuvre du théâtre moderne si le texte vécu par les comédiens n'était pas demeuré l'essentiel? Voilà. Je dis ça parce que je pense que c'est déjà avril 89, il y a déjà du temps. Et que c'est une réflexion comme ça qui fait partie de notre espace de laboratoire, qui est aujourd'hui, on peut avoir affaire à des spectacles qui sont constitués de machines et de robots. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas par rapport à la question du vivant et qu'est-ce que ça représente. Donc du coup, on peut voir aussi la question de comment, des enjeux qu'il y a là, quel outil pour nous rappeler à notre temps présent et de ces enjeux. Le comédien, alors là, c'est vraiment basé sur le comédien. Voilà. Enfin bref, c'était pour donner un peu une source de pensée, réflexion, comme ça. On fait ça? On regarde le petit extrait, c'est quelques minutes, je sais pas, 5 minutes, non, un truc comme ça. C'est bon? Écoute. C'est la légende des mannequins. C'est le chant des êtres sans corps. C'est la voix des corps dispersés. C'est le chant qui dit, puisque son corps n'a pas été retrouvé, il faut bien que tu les suscites sa musique. Écoute, écoute, écoute. C'est la légende des mannequins. C'est le chant des êtres sans corps. C'est le chant d'amour sans parole. Il faut bien que tu ressuscites sa musique. L'homme qui parle prête ses mains comme prête sa voix. Il dit qu'il est pianiste. Les partitions auxquelles il prête ses mains viennent pourtant d'un monde sans piano, d'un monde de barbelés, de froidure, de dysenterie, de coups de fouet, de maigreur. Les partitions auxquelles il prête ses mains ont été tracées au charbon, sur 70 rouleaux de papier toilette, dans un monde sans papier, ni crayon. Puis le compositeur fut assassiné. Son corps fut dispersé par les balles. Ses cris furent dispersés par les rires des tueurs. Entre le froid, l'obscurité, les barbelés, on ne retrouvera pas le corps de celui qui avait couvert 70 rouleaux de papier toilette de notes de musique. 60 ans plus tard, un homme parle. Il dit: son corps n'a pas été retrouvé.
pas de temps. Là, il est tendu. Là, on voit l'espace. Écoute. C'est le char des êtres sans corps. Écoute. C'est la légende des mannequins. C'est le chant des êtres sans corps. Que ni les armes ne blessent, ni le feu ne brûle. C'est la voix de celui qui a déposé le vieux corps. Écoute. C'est le chant d'amour sans parole. Il faut bien que tu ressuscites sa musique. Au troisième jour, malgré sa bonne humeur, l'artiste pourrait se mettre à vomir. Au cinquième jour, vertige! Le septième jour est le premier jour de la décomposition des tissus corporels. L'artiste aura du mal à s'asseoir. Sa vue se brouille. Le dixième jour, l'artiste tombera et se cognera. C'est au 14e et 15e jour que l'artiste commencera à se dire « Jamais je ne cesserai de croire en moi ». Vous pouvez vous inscrire sur la liste des volontaires désireux de lancer contre le boyau transparent des tomates, bananes, compotes en tout genre, œufs, plats cuisinés afin de stimuler la volonté de l'artiste. Vous pouvez vous inscrire sur la liste des volontaires désireux apporter célébration tiède sous contrôle d'huissier d'une autorité morale et ou religieuse, d'une autorité scientifique et des représentants de toutes les diversités sensibles et locales. Vous pouvez vous inscrire sur la liste des volontaires désireux de se faire photographier avec leur famille aux côtés de l'artiste
de l'extrême. Désolé pour le son, il est vraiment pas bon. C'est quoi comme appareil? Je sais pas ce que c'est comme appareil, mais il est définitivement rincé. Voilà, là c'est un extrait qui est un peu... C'est la première légende de mannequin. On a pu assister à... Enfin, la première légende de mannequin où les comédiens disent
les histrions exactement disent écoute, c'est la légende du mannequin. Donc c'est une histoire qui remonte un petit peu comme ça du fond de la scène. Et voilà, et donc c'est une histoire, c'est comme un conte en fait qui remonte. Un bris. D'accord. Non, c'est pas une histoire. Non. Oui, non. Non, mais on est là pour travailler. Hein, donc, moi, je suis ouvert au travail. Et du coup, après, effectivement, ils évoquent ce corps qui a traversé et qui, évidemment, a disparu. Puis, donc, la marionnette, évidemment, le mannequin est un peu, là, pour nous, un peu l'enjeu du corps jusqu'à, à travers sa poétique, jusqu'à l'enjeu dans le divertissement, jusqu'à ce défilé de majorette avec des morceaux, des fragments. Voilà. Je sais pas, vous pouvez peut-être dire un peu, là l'objectif un peu de vous présenter cet extrait, même si effectivement ça reste une vidéo et donc du coup on voit pas bien, le son était vraiment pas bon, donc voilà, mais c'est un peu vous donner un peu la manière dont on peut envisager l'écriture aussi sur le plateau. Voilà. Ouais, par exemple, là, au niveau de la musique, il y a un peu trois. On a vu un peu, là, dans ces scènes, un peu on va dire, trois modalités de travail autour du son. Celle avec les légendes de mannequins, on a une forme de musique qui pense vraiment plutôt spectrale, quoi, qui est une architecture qui s'agence avec différentes fréquences qui s'étirent dans la longueur. Dans les légendes de mannequins, on est dans des espaces vraiment assez introspectifs, quoi. Et c'est un peu l'idée d'introspection. Après, avec la musique de Majorette, là, on est vraiment dans une musique très typée, archétypée, quoi, où c'est vraiment un morceau de fanfare de Majorette. Et on retrouve à un autre moment une sorte de défilé de mode où on a une musique un peu de show télé, quoi, où c'est vraiment c'est un peu des codes musicaux que tout le monde peut reconnaître, qu'on peut, je sais pas, entendre dans la télé. Là, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, en disant que du coup, par rapport aux comédiens, on peut voir trois espaces différents. Il y a l'espace où le premier qui s'est ouvert, où au moment il écoute, il parle, enfin, ils font remonter cette histoire de ce corps de ce pianiste, et là ils parlent pour, hein, c'est-à-dire qu'ils évoquent, ils sont dans l'évocation. Le moment où ils sont en avant-scène, là ils sont vraiment dans une adresse presque assez très tôt de théâtre en harangue un peu comme ça, en invitant un peu le spectateur à rentrer et à venir observer le corps de l'artiste de la fin qu'ils vont présenter après. Et puis le moment où on voit un petit peu la silhouette, là, l'image vidéo, c'est pas très net parce qu'effectivement, rien ne vaut la rétine humaine, mais on voit cette silhouette, la peau donc du mannequin, manipulée par un comédien danseur. Et là, donc le comédien, il est vraiment au service. Mais on joue encore avec sa double présence. C'est-à-dire qu'on joue aussi sur, on le voit pas. Enfin voilà, c'est un peu aussi un travail un peu d'écriture comme ça. Donc le comédien, du coup, il est jamais à une position, hein, non plus. Comme là, je profitais que tu ouvrais un petit peu les différentes utilisations de la musique et à ces différents statuts, à quoi elles vont correspondre. Là, c'est le comédien, du coup, n'a jamais il n'est pas tout le temps à la même place, à la même fonction, dans le même type de jeu, quoi. Donc il y a ce travail aussi de la bascule, de la frontière sur lequel on a vachement bossé aussi dans la scène dansée là, Corsini, de la peau, de ce truc de renversement, quoi, qui est au cœur des premières thématiques qu'on a pu traverser, qui étaient notamment les zoos humains, les expositions
peu sauvages, des grandes expositions universelles et coloniales. Mais du coup, ce truc-là, ouais, de bascule, comment dire, acteur passif, dominant-dominé, quel moment, Oui. Et Gardel, qu'est-ce qu'il fait? Pardon? Gardel. Tango. Tango, Gardel. Nostalgie. Pardon? Nostalgie pour Bah, toi? Gardel, c'est le chanteur de Nostalgie. Ouais, possible, oui. Je pense qu'effectivement, dans la musique, et puis ça grésille un peu, on a un peu ce côté. Comme, ouais, ça. T'avais vu le spectacle, non? Bah, j'ai l'impression que ce que vous avez joué ici une fois, c'était pas ici ça? Oui, c'était là? La prise de vue, là, c'est la maison de la culture, mais on a joué Non. ici. Mais ici, oui, Ouais, ici j'ai vu, ouais. ça m'a rappelé. Je veux dire, on s'en rend pas forcément compte, je veux dire, tu parles de Gardel, mais dans l'espace, on entend Gardel au fond court, quoi, comme si il y avait une radio qui était restée allumée, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas projeté comme ça, comme. Peut-être tu peux parler aussi. Là, le truc tout à l'heure qu'on commençait à dire des différentes fonctions, c'est vrai qu'on essaye que chaque élément, chaque chose qu'on utilise, qu'on invite là dans l'écriture, à ce que ça participe à plusieurs sens, à plusieurs. Voilà, que ça ouvre à pas. Voilà, là je parlais de la position par rapport aux comédiens, on les invite évidemment sur plusieurs niveaux. Peut-être Norbert, tu peux parler un peu du travail sur les mannequins Pour ce spectacle, j'ai fabriqué les mannequins qu'on voit. Donc là, dans les extraits qu'on a vus, il y a entrevu la peau, qui est justement juste un truc sans armature du tout. En fait, il y a juste le corps qui est recouvert avec du feutre, machin. Du coup, on n'a qu'une silhouette qui peut prendre un peu de volume, mais qui n'a aucune structure. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut vraiment jouer avec. Et ça s'appelle la peau, du coup, on l'a appelé comme ça. Et l'autre personnage qu'on voit, qui sert pour les majorettes, là, qu'on voit du coup complètement désassemblé, mais qui à d'autres moments du spectacle, c'est un mannequin démontable en fait, donc du coup il prend plusieurs formes. C'est modulable. Puis il y en a un troisième qu'on n'a pas vu là, qui est... alors ils font tous à peu près une tête de plus que le plus grand des comédiens, donc c'est le plus grand des personnages du spectacle. Un peu comme dans Avatar. Un petit peu, ouais, exactement. Et qui a un corps complet, enfin voilà, qui est le plus constitué des mannequins. Du coup, on a 3 états de corps aussi. Un corps lambeau un peu peau, lambeau fragment, et puis le corps constitué. Ça permet aussi de jouer selon les scènes, qui peut jouer cet artiste de l'extrême, qui peut jouer tous les différents personnages qui sont le personnage de l'oiseau, qu'on appelle l'oiseau dans le texte. Voilà, et c'est... moi je suis parti vraiment pour les constituer vraiment de dessins anatomiques très précis, j'ai vraiment essayé dans toutes les phases de travail d'être au plus proche de l'anatomie humaine. Donc il y a même des mouvements, on voit rien, mais je me suis vraiment attaché à ce qu'il y ait des mouvements de poignets qui soient hyper justes. Alors on voit pas ça, mais vraiment j'ai vraiment essayé d'être dans cette logique-là pour travailler sur ce corps. L'idée c'était aussi que ça allait être le corps qui allait subir toutes les maltraitances, puisqu'on était vraiment dans cette idée des os humains, tout ça c'était pour parler de la maltraitance publique des corps. Donc, on a parlé aussi de télé-réalité, de toutes ces choses-là. Voilà, on peut le rajouter. On peut rentrer dans des interprétations. Plus haut, le personnage, plus haut, mais peut-être pas plus grand. Pour reprendre la formule que tout le monde connaît.
Je connais pas la Je vois forme. pas à quoi tu fais référence. Napoléon. Napoléon, avec, D'accord. Napoléon, tout petit, mais Ouais. bien plus grand. Ouais. Bah, c'est vrai que l'être humain aujourd'hui, il devient Ouais, petit, ouais, quoi. bien sûr. Par rapport aux machines, aux robots, aux machins, Ouais. il devient tout petit. Mais il reste plus grand quand même, quelque part. Quand il le veut, là. Ouais. Alors, par exemple, là, on a un peu, en termes de forme, et pour revenir un petit peu à des propositions et à revenir dans le champ de ce qu'on a pu ouvrir tout à l'heure à travers la petite revue historique. Par exemple, là, on joue vraiment sur un entre-deux. Là, je parle en entre-deux, entre l'illusion et la non-illusion. C'est-à-dire qu'on fait apparaître le corps et en même temps, on peut voir le corps du comédien qui manipule. Ça joue sur... Voilà, on voit... Il y a un peu de magie, mais on la voit encore. On joue aussi sur le premier tableau, avec les 5 comédiens et les 2 jambes, sur l'espace invisible et l'espace de projection du corps absent. Voilà, c'est un peu, pour revenir un peu à ce que nous on cherche et on travaille, c'est un petit peu comment rendre visible l'invisible. Et ça, pour nous, la marionnette, c'est plutôt pas mal parce que tout de suite, ça invite le spectateur à projeter quelque chose. Si évidemment, je vous dis, bah voilà, ceci est un visage, bon, enfin bref, par convention, ça va marcher, vous allez projeter quelque chose, vous allez projeter... voilà. Et si je prends 2 jambes, et là c'était un peu notre pari sur la scène, je mets 2 jambes, ben oui, logiquement, on peut, si on se laisse aller, on peut prolonger un corps, ou en tout cas se dire qu'il y avait un corps à cet endroit-là, puisqu'il y a 2 jambes. Et le tableau laisse la place. Le tableau, je dis le tableau là, et du coup je fais référence à, tout à l'heure je vous donnais comme référence à Pia, oui c'est ça, qui faisait un peu voilà, qui faisait des tableaux scéniques. Du coup, ben voilà, on est aussi là à chercher un peu on fait un tableau, on appelle ça, enfin voilà, on appelle ça comme ça, et du coup l'espace des 5 comédiens laisse l'espace au 6e, quoi. Au 6e corps. Voilà pour vous dire un peu où on en est. Moi, c'est vrai que la marionnette est un outil qui m'intéresse beaucoup, pas tant par rapport à sa technicité, mais plus par rapport à sa possibilité, à l'invitation que ça donne au spectateur. C'est-à-dire que du coup, il y a une espèce de convention qui s'ouvre automatiquement, où d'un seul coup, oui, je vais projeter quelque chose, oui, je sais que c'est faux, je sais que c'est pas vrai, enfin, que c'est du factice, et puis il y a quelque chose de aussi très ludique qui se joue là-dessus, qui, moi, m'intéresse en tant qu'outil au plateau, hein, voilà, comment on peut inviter aussi les comédiens. Et ça m'évite aussi de travailler avec les comédiens sur de la psychologie, c'est-à-dire que tout de suite, si évidemment ils ont un truc dans les pattes, et que le sujet c'est le truc qu'ils ont dans les pattes, on évite un petit peu, des fois, voilà, enfin, je sais pas, c'est un écueil hein, parmi tant d'autres, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire aussi que, je ne sais plus, ça va me revenir. Après, Nicolas, la marionnette, c'est un objet, un symbole vachement contemporain, quoi. Enfin de l'époque qu'on vit actuellement. Si on regarde tous les hommes et les femmes de paille qu'on a au-dessus de nous, quoi. Il n'y a que ça. Donc, en fait, c'est des marionnettes. On est géré par des marionnettes. Donc, c'est vraiment, on est en plein dedans. Hein? Non, on n'est pas des marionnettes. Ben non, nous, on n'est pas des marionnettes. On est des humains, sauf qu'on n'a pas encore compris qu'il faut virer les marionnettes, quoi. Et qu'on a la force. Pour revenir à... Et du coup, pour dégager la marionnette, je vais parler de Castellet. Là, sur le prochain spectacle qu'on est en train de préparer, de travailler, on a trouvé un Castellet qui nous vient d'Afrique de l'Ouest, Mali plus précisément, et qui a une espèce de Castellet comme une tente sur pied, rectangulaire, à peu près à hauteur de hanche, un peu plus,
et qui fait apparaître des marionnettes. Alors la particularité de ce Castellet, c'est qu'il ne supporte pas... enfin, c'est un personnage en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas simple Castellet. Il n'est pas... enfin voilà, il ne peut pas se poser... voilà, si la marionnette sort, il faut que lui soit aussi actif. Il est actif avec les manipulateurs, il les englobe, il les recrache, etc. etc. Donc c'est ça, là c'est notre prochain objet, notre travail sur le plateau pour ce prochain spectacle, c'est le prochain spectacle pour la création en janvier 15. Et c'est assez intéressant parce que du coup ça développe tout un jeu et d'écriture aussi là-dessus qui va être assez... voilà. Et je dis ça, je parle de ça parce que du coup ça implique du ludique, quoi. C'est très drôle, quoi. Enfin, voilà, c'est joueur, quoi. C'est joueur. Pour moi, fait partie encore, pour comment reconnaître la vie, c'est quand ça joue encore, quoi. Hein, c'est quand ça pétille. Pétille. Je sais pas, vous avez des remarques, des observations, parce que c'est une discussion ouverte. Hein. Moi, la question, si tu veux, c'est bon, c'est en dehors de ce qu'on a vu là. L'année prochaine, ça va continuer. On est sûr que ça va continuer parce que dernière séance, on a un petit peu échangé là. C'est bon, là, ça continue le laboratoire? Le laboratoire a pour vocation de continuer. Nous sommes en train de discuter pour que effectivement ça puisse continuer. Bon, vous savez que ici au Safran, le projet que pouvait porter Agnès Ouard est suspendu, quoi, en suspension. Et que du coup la question du laboratoire s'est posée. Pour nous, il est d'autant plus important qu'il s'articule avec un mouvement de création qui va nous emmener jusqu'en 2016 et qui nous est primordial d'avoir cet espace de recherche et de pouvoir le partager. Donc on est en train de discuter avec d'autres partenaires pour pouvoir le redimensionner autrement, différemment, parce que je pense qu'il ne peut pas que s'inscrire ici dans les circonstances, et que du coup on est en train de repenser un peu tout ça. Peut-être, je ne sais pas, Anthony, tu peux peut-être nous dire un peu ce qu'on a commencé un petit peu à projeter pour la saison prochaine, et un peu, en tout cas, voilà. De toute façon, le laboratoire aujourd'hui, il est financé jusqu'en début 2015. Donc, ça veut dire qu'il va de toute façon s'engager. Voilà, là aujourd'hui, on est en discussion par rapport à la situation avec les différentes tutelles, la collectivité. On va aussi discuter avec Amiens Métropole et avec les autres partenaires éventuels. J'ai l'impression qu'on entre dans une autre dimension. Pardon? J'ai l'impression qu'on entre dans une autre dimension. On est passé de mannequins à des corps qui ont disparu à un phénomène dont je ne comprends que là. Discussion de contrat, discussion de redimensionnement de je ne sais pas quoi. Pour moi, l'entreprise, c'est sur 3 années. Et qu'est-ce qui se passe brutalement? Début 2015, moi je ne comprends rien. Hein, affranchissez-moi. Alors, l'idée c'est que il est fort probable que le laboratoire à l'époque puisse se dérouler dans d'autres lieux, dans d'autres espaces. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Voilà, pour être. Ok. Donc d'autres lieux, d'autres espaces, d'autres dimensions. Voilà, moi je ne peux pas vous en dire plus davantage parce qu'aujourd'hui les choses se discutent et se construisent pour les perspectives, mais ça veut dire que le laboratoire à l'époque tel qu'il était proposé au départ, comme s'articulant avec le Safran et avec le quartier nord en particulier sur ce territoire, c'est plus cette dimension-là qu'on va avoir.
Il faut délocaliser, quoi. On va délocaliser, c'est ça. On va délocaliser, la main-d'œuvre est moins chère à Ça s'appelle un exil, ça. Hein. C'est exilé. Pas avant 2004 quand même. Si, je pense dès la saison prochaine, mais de toute façon, on vous tiendra informé de manière, enfin, dès que les choses s'avancent, Anthony pourra vous recevoir les mails d'Anthony. Donc Pour septembre, vous allez savoir. Pour septembre, alors. Oui, je pense que dès septembre, les choses vont se. Mais on va pas aller dans les grottes de Naour quand même. Non, ça c'est. Ben non, c'est payant. Non, mais le projet de l'année prochaine, bon, c'est pas une délocalisation. Non, je précise, c'est pas une délocalisation du Safran, c'est une ouverture. C'est-à-dire que le projet a vocation à s'ouvrir sur toute la métropole et par ce biais s'organiser dans les différents lieux qui pourront recevoir le laboratoire à Amiens. En ce qui concerne le projet, structurellement, il n'y a pas de grandes évolutions, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un rythme d'un séminaire par mois, avec une réunion qui aura un rythme aussi une fois par mois, comme cette année. La grande différence concerne le laboratoire plateau, l'expérience. Du coup, je vais faire des commentaires sur chaque truc. C'est que sur les séminaires, à partir de l'année prochaine, on passe un petit peu à un niveau 2. Un niveau 2, c'est-à-dire qu'on va commencer, par exemple, là, cette année, on était un petit peu, Norbert, Caroline, Marie et moi, on a fait un peu des lectures d'époque, de courant comme ça, mais de manière assez transversale, comme ça, qui s'allonge dans le temps. Là, on va commencer à faire des carottes un peu, et de commencer à être un peu plus dans le détail, dans la matière. Je peux donner un exemple. Je pense que, par exemple, on va inviter des gens à nous parler de formes économiques, par exemple, nos chers économistes Nicolas Chauchois de l'Institut Godin. Comment lire aussi, commencer à serrer des questions de forme. Moi, j'ai bien envie aussi qu'il y ait un travail, une recherche un peu poussée autour de Artaud, Françoise Quillet, qui est là, ici présente, peut-être peut nous apporter des choses, on en rediscutera. Et puis voilà, de commencer à être un peu dans des pousser un peu plus sur des sujets. Encore une fois, c'est des questions aussi de forme. J'insiste aussi là-dessus pour qu'on soit aussi en mesure de lecture. Notre enjeu aujourd'hui, il est bien d'être dans un laboratoire qui nous permet un petit peu de déceler les formes et comment aujourd'hui la vie, elle peut, la vie peut se manifester à travers des formes nouvelles de résistance. Je vais vite et je fais des grandes lignes rapides. Donc voilà le but. Après ce séminaire, soyons clairs, je reviens, c'est pas des cours, comment on appelle ça, magistraux. C'est des endroits où nous-mêmes, par exemple ce que je viens de faire là, je crois que Miguel l'avait dit la fois dernière, mais on étale un petit peu là où on en est de nos connaissances et de ce qu'on a un petit peu dans les mains pour pouvoir le partager, échanger et nous amener, ces séminaires-là, nous nourrissent aussi pour un plan de travail, de construction, de création. Donc voilà, c'est ça aussi. Alors après, voilà comment on s'auto-nourrit à cet endroit-là. Mutuel. Et après, nous avons les laboratoires plateau, où là, vous savez, cette année, il y a une semaine d'expérimentation au plateau de la part de la compagnie Théâtre Inutile, et ensuite une restitution où vous êtes invités et on débat de ce qui s'est passé au plateau, la question du ressenti, de la perception, comme on avait fait cette année. Et là, l'occasion, l'année prochaine, vu que le travail s'accélère, c'est de prendre 2 semaines pour la compagnie de travail en amont, d'expérimentation pour une restitution envers le public dit sélectionné. Donc le public sélectionné, c'est vous. Le public sélectionné l'année prochaine aura une importance qui sera plus importante, dans le sens où la recherche doit s'accélérer, on doit toucher des points un peu plus pointilleux, et vous qui suivez le séminaire depuis le début, qui vous êtes engagé dedans, on compte sur vous, sur ce public qui va être sélectionné, plus restreint. D'autres personnes vont certainement le rejoindre au fur et à mesure, mais c'est vraiment important, ce que vous avez fait, vous, cette année, de suivre tous les points du séminaire. Et puis, il y a un autre truc. Il y a un autre truc où la réunion entre deux sera aussi un moment pour vous d'agir sur ce que le laboratoire, Miguel, la compagnie voudrait créer, qui serait un objet artistique qui pourrait s'articuler sur les territoires d'Amiens, qui porterait le nom, a priori, de Cheval Bleu,
et qui serait un objet qui puisse à la fois qui puisse susciter l'interaction, si vous voulez, des personnes du territoire en lien avec un travail artistique. Donc là, pour l'instant, on est encore... C'est quelque chose de... C'est un peu hybride, hein. C'est-à-dire que c'est de penser un objet du temps qui soit un peu... qui aille un petit peu à la rencontre de gens et qui puisse un petit peu porter les problématiques et les questions dans lesquelles on navigue depuis là. Et de penser ça un petit peu en objet multiforme, c'est-à-dire que je pense que Miguel aussi on peut penser par exemple une intervention de Miguel autour de la question de la dépendance technologie, etc. Mais aussi on peut penser à des installations qui mettent un petit peu en exergue la manière dont la personne, le spectateur, est en interaction forte et montre que ça joue sur la forme, sur les questions de forme. Et puis on a envie aussi d'avoir une espèce d'observatoire des mots on avait un peu parlé notamment à travers un labo plateau des mots, des dates, enfin de ce que ça portait comme trace de temps, les mots. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie aussi un petit peu de farfouiller et d'aller un peu à la recherche de choses comme ça. Là, je vous dis ça c'est quelque chose de très brouillon pour l'instant, cet espace-là, brouillon dans le sens où on commence à le penser, mais pour nous, il est aussi intéressant d'aller vers, avec un objet de cet ordre-là. Alors, Anthony dit, voilà, le titre de cet espace-objet, ça s'appellerait le cheval bleu. Je pense que Miguel pourra vous en parler plus longuement. Il a participé à la création de ce cheval bleu qui était un petit peu à un moment donné avait comme slogan libérer les fous. Et là peut-être qu'on pourrait se dire c'est libérer les gens normaux. Oui. C'est dangereux, là. Hein. C'est dangereux, la normalité. D'Apollinaire, le poème. Ça, c'est le poème. Voilà, donc c'est encore à penser, mais voilà à peu près. Donc, voilà. Donc ce travail-là sera en lien avec vous, sur à voir comment est-ce que vous pouvez continuer à vous engager dans la recherche, mais aussi à travers cet objet-là. Donc voilà. Donc ça, on verra au fur et à mesure de la construction de cette chose-là, et quand la construction sera précise, vous serez les premiers informés de... C'est une construction physique ou intellectuelle uniquement? Les deux. Les deux. C'est les deux, Les alors. deux. Ça va être les deux. D'accord. Là, on va falloir qu'on attrape un cheval et puis qu'on le peigne. C'est ça. Il va être content. Particulier, là, Tout ça, toute l'équipe est Hein? prête. j'ai rien compris. Oui, il faudra attraper un cheval et le peindre en bleu. Ah, d'accord. Il va être content. Comme dans le film. Mais non, on va lui faire une mutation génétique et faire des poils bleus. Après, le bleu, c'est la couleur de la mairie actuellement. Hein. Faut pas oublier ça. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de comparaison. Pas de déviation, là. Hein. Oui, oui. Ah oui, oui, on va faire une transmission génétique. Les schtroumpfs. Pour revenir à la projection, là, Oui. quel est le lien entre la musique et le disparu, la recherche du corps? Parce que je vois une musique assez martiale et un corps qui a disparu, donc des gens figés qui le recherchent, et là la musique martiale qui apparaît. J'aimerais bien savoir ce qui les lie tous les deux. Quoi. Moi aussi. Je
n'aurai pas de réponse. Bah, non, mais moi je me dis que peut-être la réponse, c'est peut-être toi qui peux l'apporter. À un moment donné, si on fait du théâtre, c'est aussi parce qu'on le fait, parce qu'on a besoin aussi que les spectateurs, que le public soit là pour travailler avec nous ces objets-là, quoi. Et du coup, la discussion, elle est intéressante. Effectivement, la question que tu poses, moi je pense que je me la suis jamais posée. Tu vois, peut-être qu'elle existe, tu vois, mais consciemment, enfin, je l'ai jamais écrite, quoi. Je l'ai jamais, voilà. Par contre, après, en discuter, moi je suis bien curieuse de savoir ce que t'en penses, quoi. Moi, je vois la distorsion du corps et le cœur qui bat au fur et à mesure que, on a cette angoisse de ne pas retrouver le corps et le cœur qui continue toujours de bien tamboriser. Et puis, je vois la musique qui monte à chaque fois. Et... Oui, c'est ça, on a une évolution dans le rythme. Dans le rythme, dans le voilà, rythme. Ouais. Non, mais pas seulement. Ce que disait Nicolas sur l'effet moteur de la marionnette, on l'a dès le début par la musique. Tu l'as toi-même définie comme une musique spectrale, si je me souviens bien. Ouais, la musique spectrale dont je parlais, c'était plutôt sur la scène de la légende des mannequins. Cette scène sur la table qui est très... Il n'empêche que dès le départ, on est saisi par la musique. Cette espèce d'onde vibrato qui, après, d'harmonie en harmonique, se développe et occupe tout l'espace et mental et spatial, s'articule justement très bien avec ces marionnettes et les défilés un peu militaires, là, qui, moi, m'a fait penser à Bertolt Brecht. Un peu. Beaucoup. Et en fait, quand tu dis que tu sais pas pourquoi tu as fait ce choix, je sais pas, moi je le trouvais évident. Non mais c'est cool. Pour moi aussi, c'est évident. Enfin, en tout cas, c'est évident, c'est-à-dire que la manière dont on travaille, les spectacles qu'on travaille, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a une certaine forme d'évidence, c'est-à-dire que tous les éléments se rejoignent et on se dit que ça fonctionne, voilà. Alors, on ne sait pas où elle est l'évidence, mais en tout cas, on se dit que là où on a croisé les différentes écritures, il y a quelque chose qu'on a envie de raconter qui est là, quelque part. L'évidence, elle est dans le code. Il y a déjà, un code que nous reconnaissons. Un code et une manière de l'articuler. Tu vois, donc... Précisément, c'est vraiment quelque chose dont on parle quand on parle plus après les spectacles, on ne travaille pas ce espèce d'effort, qui est quand même un effort intellectuel, de pouvoir questionner ce qu'on vient de voir, et de ne pas sortir et dire au revoir, c'était super, c'était nul. Et c'est vraiment... je pense que c'est vraiment comme ça que le théâtre peut avancer, quoi. C'est-à-dire en le questionnant, quoi, vraiment. Et d'un spectacle à l'autre, la musique évolue beaucoup, c'est toujours pareil. Ça dépend de la chaîne. Sur un même spectacle. Sur un même spectacle. Sur une représentation à l'autre. Sur un même spectacle d'une représentation à l'autre. Généralement, la musique, elle est fixée sur un support. D'accord, ah oui, donc ça ne change pas. En fait, si, parce que. C'est pas joué à chaque fois. C'est pas joué, c'est-à-dire qu'il y a un ingénieur du son. En l'occurrence, en guise de divertissement, il y a un ingénieur du son qui a beaucoup de travail sur la musique, sur la conduite de la musique. Et évidemment, ça évolue parce que rythmiquement, au plateau, ça bouge toujours un petit peu. Donc, oui, mais c'est pas volontaire aussi. Qu'est-ce qui n'est pas volontaire ? C'est pas comme un musicien qui improviserait à chaque fois, à chaque... Non, c'est écrit. C'est écrit, d'accord. Mais ça bouge encore. Mais ça bouge encore. Mais c'est pas figé. Même écrit, ça. Oui, bien sûr. Heureusement. Non, moi ce que j'aime bien, c'est quand Nicolas a dit que ce travail serait suivi après de tout un travail aussi sur le mot, les mots,
Ça, j'aime bien que tu aies dit cela, parce que fondamentalement, le problème, c'est que les signes sont polysémiques. Nous passons notre temps à les réinterpréter, d'où, effectivement, quelles que soient les époques, les signes, le sens, tout ça, une reconstruction qui n'a pas de fin, des peintures pariétales et même peut-être avant d'autres formes d'art que nous ne connaissons pas, par méconnaissance, jusqu'à aujourd'hui, et y compris tout ce qui se passe dans le monde du virtuel et de l'électronique, là où moi je suis à la fois sur le cul et effrayé en même temps. Dans les jeux vidéo, tout ça, là, enfin, tout ce qui se passe là-dedans, c'est affolant où on en arrive, quoi. Je pense entre autres à, on l'a déjà dit, Google, tout ça, qui sont en train de fabriquer des lunettes qui viendront à la mode, où à la fois dans le réel interviendront des informations en direct. Oui, c'est bon, c'est-à-dire que là, la fiction, le réel et l'actualité, tout ça va faire un magma mémoriel dont on ne connaît pas encore les effets sur la mémoire, sur le comportement, sur l'identité. Et donc c'est pour ça que les mots, articuler ça avec les mots, c'est intéressant parce que on n'a pas assez parlé, je trouve, à mon avis, quand même, des rapports avec tout ce que tu as dit et la littérature, et les mots, et le langage. Ouais. L'année prochaine, avec, on a eu un petit temps qui fait la première maille de ce travail-là avec Miguel et Cossi sur la question de l'écriture. Voilà. Un des enjeux pour nous, je vais poser de l'enjeu pour nous au niveau de la question de la représentation théâtrale, mais bon, je pense que ça serait intéressant et je pense que quand on sera en labo plateau en juin, on pourra avoir un temps de discussion avec Miguel et Cossi un petit peu sur ce chantier qui va s'ouvrir. Il y a une réunion de travail qui va avoir lieu le 13 juin. Donc du coup, on va encore on va pouvoir parler plus précisément de ce chantier qui s'ouvre. Mais par exemple, pour nous, un des enjeux, c'est de comment, d'une manière ou d'une autre, l'écriture ne se met pas tout de suite comme primeur de sens dans un spectacle. Souvent, et notamment sur une guise de divertissement, on nous dit mais le texte, on n'a pas compris. Et parce qu'on attend le sens premier au niveau de l'écriture. Et là, pour nous, ça, c'est un enjeu. Enfin, c'est un enjeu, c'est une vraie question. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on attend de l'écriture le premier... Enfin, comment jouer sur ce truc-là? Sachant que, par exemple, là, le spectacle que vous avez vu, enfin, les extraits, en guise de divertissement, c'est construit d'abord sur toute une traversée à travers l'histoire des corps, des os humains, des Noirs américains au sud des États-Unis, etc. On a traversé la manière dont des corps ont pu être utilisés, maltraités à travers les divertissements, à travers l'histoire. On a traversé ça avec beaucoup de travail autour des mannequins et avec les comédiens. On a fait pas mal d'études autour de ça. Et du coup, le spectacle était presque déjà, ce qu'on voyait, on a pu voir au plateau, était déjà presque constitué, si vous voulez. Le matériau scénique était déjà présent. Et que l'écriture, au fur et à mesure, s'est levée presque derrière ces éléments. Donc vous voyez en termes d'ordre comment les choses sont arrivées, qu'aussi, suivant un petit peu aussi le travail qui se faisait au plateau, voyant ces corps, entre guillemets, se lever, a dit, tiens, je vais faire la légende des mannequins. La légende des mannequins, c'est pas quelque chose qui lui est arrivé comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, on a décidé de dire comment traiter les corps, le mauvais traitement des corps. Est-ce qu'on va traiter les vrais corps sur une scène en public? Non, on va plutôt utiliser un mannequin, enfin vous voyez, voilà des choix qui se sont faits au fur et à mesure. Et donc du coup, voilà, donc du coup ce texte, et c'est ce texte qui est en guise d'un divertissement, que
qu'aussi a écrit, il est venu derrière, en sous-jacent de tout ce travail-là. Donc voilà, c'est comment, voilà, ça fait partie des enjeux. Et du coup, après, enfin, mais je pense que on ouvrira un petit peu ce chantier-là de manière plus formulée lors du prochain laboratoire plateau. À propos des mots, qu'est-ce que vous entendez par les codes dans cette pièce? C'est Marc qui a parlé des codes. C'est sûr. Ah, pas accusé, non. Non. Avocat. Explicateur. Explicateur. Pour moi, donc, parce que, donc, comment tu sais ton prénom? Karine, pardon. Disait que, bon, voilà, bon, en fait, avait posé la question d'où ça vient, et Karine répondait, je ne sais pas trop. Et moi, je disais, mais si, quand même. Enfin, moi je vois bien le lien entre cette musique et la marionnette et tout, parce que c'est déjà identifiable dès le départ. Parce que, oui. Et comment dire, parce que justement je connais, c'est parce que c'est codé. Ça fait partie d'un ensemble de repères dans la mémoire, dans notre culture, qui fait que tout de suite je l'identifie, je le reconnais. Et donc après la question de l'articulation entre la musique et les marionnettes, et la marionnette, les formes, tout ça, pour moi me sont apparues évidentes. Ah oui. Et toi aussi. Est-ce que c'était la même chose? Je ne sais pas, enfin, on peut parler d'évidence au moment où les différentes écritures se croisent et on a l'impression de constituer un objet qui nous parle, quoi. Oui. Donc voilà, peut-être que l'évidence, elle est là, mais c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, c'est quelque chose qui se travaille, voilà, en montant petit à petit. Peut-être que toi, tu possèdes les codes inconsciemment. Qui ont été légués. Non, mais parlons ça. Dès les premières mesures de la musique, on ne dit pas c'est une polka. On ne dit pas c'est un tango. Un peu plus loin, quand on voit un tango, on ne dit pas c'est de la musique de Stargate SG2. Voilà. C'est parce que je reconnais. Nous sommes dans un ensemble culturel composé de choses que nous reconnaissons. Et effectivement, ce type de musique renvoie à, pourquoi, c'est vrai que je ne sais pas trop non plus, à l'espace. C'est-à-dire que les objets différents, musique, personnages et tout ça, entre eux, on les ressent comme nous faisant ressentir les mêmes sentiments, en quelque sorte. Oui, c'est compliqué cette histoire-là, parce que je vois, je crois que c'est Claude Lévi-Strauss, parler qu'il avait fait écouter du Chopin à une tribu dite. Et ils étaient aussi émus que nous, voyez-vous, et pourtant il ne l'avait jamais entendu avant. Alors, le rapport au son renvoie aussi rapport à la physique. À des réactions inconscientes semblables. Oui, et puis à la nature peut-être aussi, qui est derrière quand même. Après, il y a toujours une dimension universelle, en fait, et c'est vrai que un des enjeux, on va dire un des défis, peut-être dans le travail, là, c'est d'arriver à ça. Artistiquement, on sait du moins inconsciemment ce que recherchent pas mal d'artistes, c'est arriver à la dimension universelle, qui dépasse tous les... Tu vois, qui passe à travers toutes les cultures, finalement. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Enfin, Chaplin, par exemple, toi tu cites l'anthropologue, tu vois, tu as des personnages comme ça qui, effectivement, ont touché à l'universel très concrètement. Après, travailler sur les mots, c'est... Chaplin. Chaplin, tu le passes, quel que soit le public, le continent, c'est pareil, quoi.
sur les mots, je crois que c'est aussi très contemporain et c'est fondamental. D'ailleurs, tous ces mots qui viennent prendre la place des mots et qui cachent les choses, tu vois. On en a plein des exemples aujourd'hui, tu vois. Donc, tu vois, je prends le dernier en date, je ne sais pas si c'était au cours de la réunion là, sur le TAFTA, vous avez sorti cet exemple. Il y a eu des élections européennes, là, et dès le résultat, on nous a sorti 2 mots et qu'on n'arrête pas de véhiculer encore aujourd'hui, les eurosceptiques et les europhobes. On entend ça partout maintenant. Ça, ce sont les journalistes français. Oui, tout à fait. Mais on invente, c'est-à-dire des mots pour masquer, pour déformer ou pour cacher la réalité. Il y a eu un vote fasciste, il y a eu un vote ultranationaliste ou nationaliste. Voilà. Et au lieu de dire les choses telles quelles, parce qu'effectivement, si on dit qu'il y a eu un vote fasciste en Europe, merde, c'est pas possible, quoi. C'est inadmissible, c'est intolérable. Donc on dit europhobe, eurosceptique. Voilà. Le capitalisme, on l'a remplacé par le néolibéralisme, parce que ça fait plus gentil comme mot. Il n'empêche qu'on est dans des rapports capitalistes à fond la caisse. Et ainsi de suite. On a plein d'exemples au quotidien, quoi. Et je crois que c'est Jaurès qui disait, comme l'homme ne parvient pas à transformer les choses, ben, il change les mots. Voilà. Oui, l'autre jour, j'ai écouté une émission et je suis tombée sur ce passage. Quelqu'un qui parlait de la pollution, Puis à un moment, il dit « Oh, mais même les océans, ça va devenir un problème parce qu'ils sont de plus en plus acides. » Moi, quand je pense au problème des océans, je pense à tous les déchets qu'on jette dedans, et en particulier les déchets radioactifs. Pourquoi il n'a pas dit ça tel que c'était? Ça devient acide. Bah oui, parce que c'est vraiment c'est reconnaître une réalité, si tu veux, qu'il faut transformer, quoi. Pour revenir sur la question des formes, tout à l'heure j'ai parlé de polysémie et du fait que le cerveau reconstruit en permanence, réinterprète ou tournant en rond. Bon. Mais il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle la métonymie, c'est prendre la partie pour le tout. Dès la première note que tu introduis, on est dans un univers, un ensemble, puis après, c'est pour ça que j'appelle ça un effet moteur, bon, je sais pas, mais c'est un peu comme en intro, hein, au théâtre. Bon, il y a un cadre derrière, en fait. Bon, il y a un cadre un peu comme en musique, quoi. Et c'est vrai que, alors on donne un sujet, et donc il y a une partie connue, mais cette partie connue qui est restreinte va mettre en branle tout un univers. Comment à partir d'une partie, c'est le tout qui est mis en branle. Tu vois, je ne sais pas si je m'exprime bien. Bon, et c'est ce qui se passe aussi avec la marionnette, c'est pareil. Dès les premiers signes, il y a une partie, mais qui nous emmène tout de suite, qui ouvre un ensemble qui reste à définir, qui est polysémique lui aussi. Et alors, dans ce jeu, je dirais presque physique, atomique, mental, on est pris là encore dans une relation au vivant et aux formes. Et là, on ne sait pas comment ça marche. Je pense que Miguel, qui apparemment fait appel aux sciences de l'information, que moi je ne connais pas, va nous apporter des réponses là-dessus. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe quoi, dans le cerveau dès qu'on est mis en contact avec des formes. La marionnette, moi j'étais impressionné dès les premières images. On ne sait pas si on est devant un cadavre qui bouge ou un être vivant. Bon, ça pose question. Il y a des gens qui considèrent qu'au départ du théâtre, c'était des cadavres. C'était des rites mortuaires, c'était la mort, la représentation de la mort. Moi, la marionnette, dès le départ, ça me faisait penser un peu à la représentation de la mort. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'appelle l'effet moteur. Elle est prise par le vivant, par une dynamique, donc elle devient vivante. Au départ, elle est morte et elle devient vivante. Donc, et là, on est fasciné, on est dans l'illusion, on est dans l'art, on
le temps dans la recherche. L'inquiétude et l'étonnement et le questionnement. C'est ça le... Ok. Moi, j'aimerais bien revenir sur le théâtre. Ah, il voulait arrêter, bon, voilà. C'est quoi, Bon, ben, je m'arrête. c'est quoi la question? Non, non, c'est fini. C'est quoi la question? C'est fini. C'était quoi la question? Non, non, c'est fini. Oui, la question c'était le théâtre de rue qui s'est retrouvé petit à petit cloisonné dans des salles, etc. Et bon, ben, je trouve que tu l'as survolé. Ah bah ouais, je suis désolé. Bon, Bien on sûr que j'ai reviendra la survolé. prochaine fois. Mais d'accord, ok. Écoute, la prochaine fois, enfin pas la prochaine fois, mais sur ce moment-là, je ramènerai des documents. D'accord. Promis. Ok. Mais oui, sur ce moment où on passe, enfin la professionnalisation en fait, le moment où ça se resserre en salle. D'accord. Ok. Je ramène des trucs là-dessus. Merci. Bien. Merci. Je vous dis au 16 juin. 16 juin à 17h. 16 juin. 16 juin 16 juin à 17h. à 17h. Non, ça fait beaucoup de juin là.